Yop, salut à toi, c'est Nico, j'espère que tu vas bien, je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer comment je règle ma caméra pour filmer en log et obtenir une bonne qualité dès la prise de vue et aussi après l'étalonnage de ma vidéo. Alors c'est pas du tout un tuto sur l'étalonnage, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais si jamais ça t'intéresse, je t'invite à me le dire dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur comment j'étalogue mes fichiers en log, mais pour l'heure, on va s'intéresser à ce qu'est le log, pourquoi l'utiliser et comment régler sa caméra pour obtenir les meilleurs résultats. Alors déjà, pourquoi filmer en log? Personnellement, ça fait déjà 2 ans maintenant que j'utilise le Canon R6 et que je filme absolument toutes mes vidéos en log. Au départ, ce boîtier proposait uniquement le C-Log classique, mais depuis une mise à jour de l'été 2021, le C-Log 3 a fait son apparition sur les boîtiers R5 et R6 et je dois dire que ce profil d'image me donne encore plus envie de filmer en log, car pour moi il est vraiment meilleur que le C-Log classique. En fait, le log c'est un diminutif de logarithmique qui est une forme de traitement du signal de vidéo. On schématise ça sous forme d'une courbe, donc une courbe logarithmique, et le but ça va être d'obtenir tous les détails de l'image. En fait, lors de l'enregistrement d'une image, le signal qui sera capturé n'aura aucun traitement sur l'image en termes de restitution des couleurs, et on va se retrouver avec quelque chose d'assez terne, assez gris, de beaucoup moins contrasté et saturé que les vidéos qu'on a l'habitude de voir. On appelle ça aussi le profil d'image flat ou plat en français. Ça s'apparente un petit peu au RAW qui lui est un format de vidéo brut, qui contiennent toutes les deux énormément d'informations et permettent une très grande flexibilité lors de l'étalonnage d'une vidéo. Le log quant à lui est beaucoup plus léger que le RAW en termes de poids, mais plus lourd que les fichiers natifs en H264 sans profil d'image. La plupart des profils d'image, on va dire classiques, tels que les profils naturels ou standards qu'on retrouve sur toutes les caméras, vont avoir une courbe gamma qui a été conçue pour montrer à l'écran une image qui s'apparente le plus possible de notre vision, avec une bonne répartition des couleurs et, selon les constructeurs, une science des couleurs qui lui est propre. Le problème de ça, c'est que l'image est beaucoup plus compressée et donc moins dynamique. Donc cette courbe va privilégier les tons moyens pour que le résultat soit assez contrasté, mais du coup les noirs vont être carrément écrasés, ce qui va nous donner très peu de flexibilité au niveau de la colorimétrie lorsqu'on va arriver en post-traitement. Le log, lui, n'est pas du tout conçu pour être visionné directement, car tu vas te retrouver avec un fichier, comme je l'ai dit tout à l'heure, très décontrasté, très gris. C'est plutôt fait pour avoir une plus grosse latitude lors de l'étalonnage de la vidéo. En gros, la différence entre ces deux profils d'image, donc le profil standard et le log, c'est un petit peu comme le JPEG et le RAW en photo. Le JPEG, c'est un format compressé d'une photo et le RAW, c'est un fichier brut, plus volumineux, sur lequel se trouvent vraiment toutes les informations, notamment au niveau des ombres et des hautes lumières. En vidéo, avec le profil d'image log, on va avoir la possibilité de filmer en 4:2 10 bits, tandis que si on désactive le log, on va être en 4:0 8 bits avec le profil d'image standard. La différence entre le 8 bits et le 10 bits, c'est au niveau de la tonalité des couleurs. En 8 bits, on va avoir 256 tonalités de couleurs, donc 256 tonalités de rouge, de vert et de bleu, offrant ainsi 16 millions de tonalités de couleurs différentes. En 10 bits, on a 1024 tonalités différentes, donc 1024 tonalités de rouge, de vert et de bleu, soit plus d'1 milliard de tonalités différentes sur une image. Donc tu l'as compris, l'écart entre les deux est vraiment considérable et on le remarque surtout lorsqu'on étalonne une vidéo, on a beaucoup plus de possibilités, de marge de manœuvre, mais par contre si on compare les deux rushs à l'écran, la différence ne saute pas forcément aux yeux car la qualité est quand même toujours là. On va surtout utiliser le log pour avoir la possibilité de donner le look qu'on veut à notre vidéo finale car l'amplitude au niveau des tonalités est beaucoup plus élevée, mais il y a autre chose encore. Pour ce qui est du 4:0 et du 4:2, ça correspond au taux d'échantillonnage, donc ce sont les données de chrominance et de luminance présentes sur un pixel. La donnée la plus élevée qu'on puisse trouver, c'est le 444, comme par exemple pour le ProRes 4444, qui est un des formats les plus complets qu'on puisse trouver dans le domaine de la vidéo, mais également extrêmement lourd en termes de poids de fichier, puisque toutes les données de chrominance et de luminance sont présentes sur un pixel. Et on va être en général à 12 bits pour les tonalités sur ce genre de codec. Sur cette image, c'est parfaitement illustré, donc en haut on a notre valeur 444, donc le premier 4 correspond à la luminance, donc le signal de luminosité, le deuxième correspond à la chrominance qui est le signal de l'information des couleurs et le troisième c'est un mélange des deux. On a là le signal le plus élevé et le moins compressé du coup qu'on puisse trouver sur un fichier vidéo. En 4:2, on va retrouver la valeur maximale au niveau de la luminance, ça change pas, mais par contre les valeurs suivantes ont été divisées par 2 histoire d'alléger un petit peu le fichier sans trop perdre en qualité. C'est le cas notamment du profil log. Quant au 4:0, on retrouve toujours nos informations de luminance, quelques infos de chrominance, mais par contre on n'a plus le chroma plus luma car tu vois les valeurs rouges et roses ont complètement disparu. Alors ça veut pas dire que l'image est en noir et blanc ou alors qu'elle est de mauvaise qualité, pas du tout, c'est juste que la compression est plus forte et par conséquent le point du fichier est beaucoup moins lourd. Mais franchement on s'en rend pas tellement compte à l'œil nu, la résolution restera la même quoi qu'il arrive. Donc je pourrais m'étendre beaucoup plus sur le sujet tellement il y a de choses à dire et tellement c'est plus complexe que ça, mais j'ai essayé de simplifier au maximum pour que tu captes vraiment la différence. Et le plus important dans cette vidéo c'est de comprendre la diff surtout entre le profil d'image standard, donc le 4:0 8 bits et le 4:2 10 bits, le profil log, et comment justement arriver à choper toutes les informations en log pour pouvoir étalonner ça du mieux possible. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans un second temps.
Faut savoir une chose, c'est que chaque marque de caméra va développer son propre système de log, basé sur leur science des couleurs et une courbe gamma et un système de matrissage qui est propre à eux. Donc on va retrouver le S-Log chez Sony, le C-Log chez Canon, le V-Log chez Panasonic, le D-Log chez les drones DJI, etc., etc. Donc selon les affinités qu'on a avec telle ou telle marque, certains vont préférer shooter avec un type de profil d'image spécifique plutôt qu'un autre. Je pense que celui qui est le plus démocratisé, celui avec lequel les gens shootent le plus, c'est le S-Log, car la grande majorité de mes collègues shootent avec du matériel Sony, même si on retrouve de plus en plus de gens qui achètent du Canon. Donc là je vais te montrer les différents réglages que personnellement j'utilise depuis environ un an sur mon Canon EOS R6, mais c'est aussi valable sur le R5 et sur le R3 car il propose également le C-Log 3. Donc tout d'abord il va falloir activer le C-Log 3, donc moi c'est le profil d'image que j'utilise car il est moins contrasté dans les ombres par rapport au C-Log classique. Ensuite dans les réglages de caractéristiques je mets tout à 0 et dans l'espace de couleur je me mets en BT 709. Il y a une chose dont il faut prendre en compte lorsqu'on filme en log, peu importe l'appareil qu'on utilise, c'est au niveau de l'ISO natif. En fait c'est la plage ISO dans laquelle ton appareil est optimisé pour faire une amplification correcte du signal. Sur mon Canon EOS R6, l'ISO natif est à 800 pour le C-Log 3 et 400 pour le C-Log classique. Ça veut dire que si je règle mon ISO à 800 et au-delà, la gamme dynamique sera optimisée, tandis que si je descends en dessous de 800, la gamme dynamique sera plus étroite. On le voit avec le petit L à côté de la valeur ISO. Ce que j'essaye de faire le plus souvent, à 95% des cas, c'est de filmer à ISO 800 en C-Log 3 et de ne jamais toucher à ce paramètre. Vu que je filme en 25 images par seconde, je dois non plus pas toucher à ma vitesse d'obturation qui doit être de 1/50e, et le dernier paramètre qui peut potentiellement m'aider à exposer correctement, c'est l'ouverture. Souvent, j'ai pas envie de toucher à l'ouverture non plus par choix créatif, tout simplement, j'aime bien avoir une belle profondeur de champ, donc je filme le plus souvent avec une grande ouverture, donc f2.8, f4 selon les objectifs que j'ai, et du coup, je vais être obligé de m'aider d'un filtre ND pour exposer correctement mes scènes. Ça, c'est vraiment l'accessoire indispensable en vidéo, notamment lorsque tu shootes en log et encore plus en extérieur. Donc il existe beaucoup de filtres ND sur le marché, de marques différentes, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est pas du tout l'intérêt ni le but, donc je vais t'en laisser quelques-uns dans la description si jamais tu veux t'en procurer un. En tout cas c'est vraiment quelque chose, je le répète, d'hyper important parce que tu peux pas trop régler tes réglages au niveau de ton boîtier. Ensuite, moi il y a quelque chose que j'utilise très souvent, voire même quasiment tout le temps, c'est l'histogramme. C'est un indicateur que tu peux venir placer sur ton écran et en fait ça va t'indiquer comment ta scène est exposée. Donc à gauche ce sont les ombres et à droite les hautes lumières. Et le but c'est de ne pas être cramé ni d'un côté ni de l'autre. Si jamais tu as la possibilité d'activer l'histogramme sur ton boîtier, je t'invite fortement à le faire, ça t'aidera à exposer correctement tes plans. Si jamais c'est pas le cas, tu as un autre indicateur qui se trouve juste en bas, c'est un indicateur d'exposition également, mais plus sous forme de valeur numérique. Donc plus tu es proche de la valeur 0, plus tu es correctement exposé. À droite tu es surexposé et à gauche tu es sous-exposé. Ce que je fais en général quand je filme en log, je me sers de tous ces indicateurs et je pense automatiquement à une chose, c'est à surexposer très légèrement ma scène. Ça tu verras pourquoi tout à l'heure. Donc ça dépend des situations, mais ça peut aller d'un tiers de diaph à un diaph entier, rarement plus, et je trouve qu'en surexposant un petit peu le C-Log, on a plus de latitude lorsqu'on arrive en colorimétrie. Donc là j'ai un plan que j'ai tourné en C-Log 3 et que j'ai exposé pile sur la valeur 0. Donc les noirs et les blancs sont pas trop cramés, donc je devrais retrouver toutes les valeurs en post-traitement, et là j'ai la même scène mais légèrement surexposée. Donc mes blancs sont toujours pas cramés, mais par contre mes noirs sont remontés un petit peu, et une fois sur l'ordi, la première chose que je vais faire c'est baisser les noirs pour retrouver justement un petit peu de contraste, ajuster mes hautes lumières et rajouter un contraste supplémentaire. Donc je fais la même chose sur les deux rushs et au final je me rends compte que j'ai un petit peu plus de latitude avec le rush qui est légèrement surexposé, car j'ai cette possibilité justement de descendre les noirs manuellement et mes blancs sont toujours pas cramés. Donc ça c'est pas forcément quelque chose qui est possible avec le rush exposé correctement, car les noirs sont vraiment très proches de la valeur 0, donc assez compliqué à régler une fois en post-traitement. Par contre, quand je sais que je vais avoir un résultat sombre à la fin et que j'ai beaucoup de contraste sur ma scène, je pense notamment à un clip ou avec des ambiances de lumière dans un environnement de nuit, j'expose correctement mes hautes lumières pour avoir toutes les infos nécessaires pour pouvoir modifier ça comme je veux en post-traitement. Le plus important c'est vraiment de pas cramer les hautes lumières. Je sais déjà que mon environnement sera sombre, donc les noirs seront cramés quoi qu'il arrive. Je dirais qu'en règle générale j'ai tendance à surexposer de 2 tiers de diaph, voire même un diaph entier sur les scènes de jour, d'exposer correctement ou alors d'un tiers ou 2 tiers de diaph sur les scènes sombres, car je sais pertinemment que les noirs seront cramés et le but c'est de garder les infos importantes en haute lumière, chose que le C-Log 3 va permettre de faire. Et ensuite, après, tu pourras sublimer tout ça en post-traitement. J'hésite pas également à monter les ISO, car sur le R6, il y a une très bonne montée en ISO, même avec le profil C-Log, et je peux monter parfois jusqu'à 4000 voire 5000 ISO en shooting de nuit. Le résultat est toujours impeccable et j'aurai pas de bruit sur mon image, même en 4K 50 avec mon obturateur à 1 centime, car le C-Log 3 offre vraiment des images très nettes lorsqu'on augmente les ISO. En tout cas, pour ce qui est de l'aide à l'exposition, réfère-toi le plus possible aux histogrammes et à l'indicateur d'exposition, c'est fait pour ça. Tu peux aussi brancher un moniteur externe si jamais
jamais t'en as un, ça sert à ça. T'as plusieurs possibilités d'aide à l'exposition comme les fausses couleurs, les zébras, les histogrammes noir et blanc ainsi que la parade RVB. Enfin bref, t'as vraiment beaucoup d'assistances qui sont là, qui sont disponibles pour toi pour t'aider à exposer correctement tes scènes. Car le gamma log, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va venir travailler sans assistance, en tout cas pas à l'œil. Donc lorsque tu arrives en post-traitement avec ton rush en log légèrement surexposé, tu te rends compte ici sur l'oscilloscope que les valeurs sont quand même assez loin d'écréter. Là tu vois que j'ai quand même toutes mes informations de haute lumière que je peux choisir de laisser comme ça ou de diminuer, ça dépend de ta direction artistique. En général, pour une scène de jour comme celle-ci, ce que je fais c'est que je diminue très légèrement les hautes lumières ainsi que les noirs et les ombres pour gagner un petit peu de contraste et je commence alors ma colorimétrie. Soit j'ajoute une lutte, mais dans la plupart des cas, pour des vidéos un petit peu run and gun, je fais les choses simplement en modifiant les teintes et les saturations dans l'onglet courbe et ensuite je modifie très légèrement les tons sombres, moyens et clairs dans les roues chromatiques. Si jamais j'ai besoin de modifier ou de booster un petit peu les teintes de peau, j'ai créé un nouvel effet couleur lumétrie et je viens faire ça dans l'onglet TSL secondaire. Donc voilà, en tout cas c'est comme ça que je fais avec le Canon EOS R6 en C-Log 3. Je rappelle que tous les profils log des différentes caméras sur le marché sont tous différents, donc il faut pas forcément appliquer ce que je dis si jamais tu utilises un profil différent que le C-Log 3. Ça dépend vraiment du profil que tu utilises, donc je t'invite à faire des tests et très important de te renseigner au niveau de l'ISO natif de ton appareil. Parfois il peut y avoir un double ISO natif, ça va être le top, notamment en tournage de nuit ou en faible luminosité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, je lis absolument tous les commentaires. Si jamais tu es nouveau ici, n'hésite pas également à t'abonner, je poste régulièrement du contenu en lien avec la photo et la vidéo. D'ici là, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.